à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je suis interne en anapath et j'ai réalisé mon master 2. Donc, j'aimerais remercier la filière Fava Multi pour le financement et de pouvoir amener à bien ce projet qui a été réalisé à la Pitié-Salpêtrière avec Mélanie Herriès, en collaboration avec Larry Boisière et le docteur Anouk Bisdorf. Donc, ce projet a porté sur le séquençage au débit des malformations artério-veineuses superficielles dans le but de rechercher des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, une diapo d'introduction pour vous rappeler que les malformations artério-veineuses font partie des malformations vasculaires dans la classification de l'ISSVA sur les anomalies vasculaires. Et les MAV sont définis par l'absence de réseau capillaire normal entre une artère et une veine, où ce réseau est remplacé par un peloton vasculaire pathologique qui induit une communication directe entre les artères et les veines. On s'est intéressé aux MAV superficielles, donc qui sont à distinguer des MAV intracérébrales. Ce sont des lésions congénitales, mais qui sont bien souvent non visibles à la naissance et asymptomatiques, avec des poussées à l'adolescence et à l'âge adulte. Au niveau de la localisation, c'est préférentiellement au niveau de la sphère ORL, suivi des membres et du tronc. Et les manifestations cliniques sont variées, de la simple tache vasculaire à une masse pulsatile chaude qui peut entraîner des troubles trophiques cutanés, des hémorragies et dans d'exceptionnels cas, une déférence cardiaque avec le décès. Il y a quelques formes héréditaires syndromiques, mais majoritairement, ce sont des lésions isolées sporadiques. Le diagnostic se fait essentiellement à l'histoire de la maladie et sur la clinique, et les examens complémentaires par l'imagerie permettent d'apprécier l'envahissement des structures de voisinage et d'avoir la morphologie précise de la MAV à l'artériographie. Donc la prise en charge, elle est difficile, elle nécessite d'être réalisée en centre de référence multidisciplinaire, et la stratégie thérapeutique dépend de la progression, de l'agressivité de la MAV, du sexe, des facteurs hormonaux, par exemple comme les projets de grossesse. Donc, diapositive suivante. Les quelques publications récentes ont découvert des mutations somatiques des gènes de la voie de RAS-MAP kinase, donc la voie de la prolifération, avec une étude de Couteau qui a montré exclusivement des mutations MAP2K1, une étude de Haloladi et al. On a retrouvé des mutations MAP2K1, mais aussi de KIRAS-BRAF. Et en bas de la diapositive, c'est des case reports pour vous dire qu'il y a des thérapies ciblées avec l'inhibiteur de MAP2K1, le tramétinib, qui a montré des résultats encourageants à 6 mois après le traitement. Donc, pour notre étude, c'était une cohorte de 23 patients atteints de MAV superficielle et opérés qui ont été sélectionnés par le docteur Bisdorf à la consultation multidisciplinaire des angiomes à l'hôpital Lariboisière. Et l'objectif était de caractériser le profil génétique grâce à une approche de séquençage haut débit par capture ciblée en utilisant un panel de gènes dédié à l'analyse des malformations vasculaires. Donc, c'était une étude sur tissu congelé. On avait quelques tissus contrôles et quelques prélèvements sanguins EDTA pour les patients. L'extraction a été faite par l'automate Maxwell. Pour le séquençage, on a utilisé la technologie Illumina, et pour le pipeline bioinformatique a été développé par la société Genodiac. Donc, diapo suivante. Au niveau de nos résultats, donc on a identifié des mutations chez 16 des 23 patients. Donc, ce sont des mutations de la voie RAS-MAP kinase, comme ce qui a été décrit, avec pour 6 patients une mutation MAP2K1 et 6 patients une mutation KIRAS, donc qui a été identifiée à une fréquence équivalente, alors que dans les précédentes publications, c'était préférentiellement des mutations MAP2K1 chez les patients avec MAP superficielle. Ensuite, on a identifié 2 patients avec mutation BRAF et 2 patients avec mutation RASA1, une somatique et une constitutionnelle. Diapo suivante. Là, c'est un tableau pour voir la corrélation génotype-phénotype chez nos patients. Donc, si on prend le groupe KIRAS muté, on voit que les MAV superficielles étaient localisées exclusivement au niveau de la MAV, de la face, pardon. Donc, c'était du plancher buccal jusqu'à l'orbite, essentiellement de l'hémiface. Ces MAV avaient un aspect étendu. Et tous ces patients, en fait, ont eu des récidives avec une augmentation de la MAF de la lésion post-traitement chirurgical ou alors qui ont nécessité une reprise chirurgicale. Et si on regarde les patients MAP2K1, c'était plutôt des MAF superficielles localisées au niveau de la lèvre, donc qui étaient localisées, et au niveau de la récidive, c'était assez partagé. Donc, au vu de ces résultats, entre comparaison génotype-phénotype,
on trouve qu'il y a un lien entre le statut KIRAS muté et les MAF d'une particulière agressivité en évolution et qui ont nécessité une reprise chirurgicale. Donc, ces résultats préliminaires sont à confirmer avec des échantillons plus larges. Donc, en conclusion et pour les perspectives, l'analyse de la NGS pour les patients atteints de MAF superficielle, ça peut être un intérêt diagnostique en cas de difficulté. Le statut KIRAS muté, est-ce qu'il est prédictif d'une particulière agressivité? Est-ce qu'il est à prendre en compte dans la décision chirurgicale? Est-ce qu'il peut avoir une surveillance rapprochée? Et l'intérêt, c'est d'utiliser d'inhibiteurs de MAP2K qui sont déjà sur le marché, avec des case reports qui ont montré des résultats intéressants. Donc, pour l'instant, à proposer hors AMM à titre compassionnel chez les patients pour lesquels ils sont en impasse thérapeutique et évidemment de confirmer ça dans des études cliniques randomisées. Et juste un mot sur les biopsies liquides, qui peuvent être chez ces patients une alternative aux échantillons tissulaires, parce que les biopsies, il y a un risque hémorragique important et des retards de cicatrisation. Et avec des publications récentes sur les malformations artério-veineuses qui sont concluantes, et surtout aussi dans les malformations lymphatiques, où là, ça marche vraiment bien. Et pour certains patients, on a des biopsies liquides dans notre étude, donc on va essayer de faire ça. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. On a l'impression qu'on fait un grand pas en avant là, grâce à cette affaire-là, et qu'on peut avancer beaucoup dans la prise en charge des patients et dans le diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étendre, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été limité à un nombre limité de patients et ça s'arrête là? Alors là, pour notre étude, on est limité avec le contretemps du Master 2, donc on a 23 patients, mais après, à l'hôpital Lariboisière, en fait, chaque fois qu'un patient est opéré, il y a une congélation systématique. Donc, le but, c'est de développer et de faire l'analyse génétique sur le maximum de patients. Sabine peut poser une question. Lève la main. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que vous retrouvez des fois plusieurs mutations dans une même biopsie? Non, à chaque fois, c'était juste une mutation qui a été retrouvée pour chacun des patients. Il n'y a pas eu de variant pathogène identifié. Et on n'est pas capable de dire le pourcentage de cellules porteuses de la mutation? C'est une analyse globale? Après, les mutations, ce qui a été décrit, c'est au niveau des cellules endothéliales. Et après, c'est des prélèvements très hétérogènes, comme c'est essentiellement des prélèvements cutanés. Donc, il y a l'épiderme, il y a des fibroblastes, il y a des cellules musculaires. Donc, c'est vraiment une toute petite partie des prélèvements où il y aurait la mutation, uniquement au niveau des vaisseaux et des cellules endothéliales. Merci. On va essayer d'étendre cette étude-là à l'ensemble des patients qui sont pris en charge au niveau de la filière. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça, mais ça a l'air d'être très intéressant d'avoir des conséquences. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. On a amorcé la pompe. On va voir comment on peut continuer. Bravo. Merci beaucoup pour la présentation. On a une dernière question encore dans le chat. Ce sont des mutations somatiques. Ne doit-on pas donner le pourcentage de mutations? Au niveau des fréquences alléliques, c'était entre 2 et 51% pour la mutation constite, mais sinon pour la mutation somatique exclusivement, c'est entre 2 et 13% de fréquence allélique. Si c'était ça la question. Très bien. Bonne réponse. Merci. Il y a aussi Mélanie Ariès, qui est aussi sur cette étude, qui souhaite intervenir. Rapidement. Il ne faut pas qu'on prenne trop de retard là. Vous m'entendez? Oui. C'était juste pour apporter un tout petit complément à la réponse de Franck. Il y a quand même un patient pour lequel on a retrouvé 2 mutations MAP2K dans la lésion. Voilà. Oui, mais on comprend bien que de toute façon, avec un échantillon limité comme ça, on n'a pas des résultats qui sont complets. On s'imagine à trouver des nouvelles choses en élargissant. Voilà. D'élargissant. Donc, mais c'est très bien parce que ça vraiment, ça incite à continuer. C'est très, très, très bien. Merci. Merci.